La libération totale de l'Ukraine débute, tandis que le pays poursuit sa dérussification sur de larges parties de son territoire. Une offensive générale est en cours, ce qui a entraîné la quasi-libération complète de l'oblast de Dnipropetrovsk. Les plans de Poutine sont ruinés, son rêve de créer une zone tampon est en lambeaux. L'Ukraine a lancé quelque chose de massif et Poutine reste figé, paralysé, alors qu'il regarde ses plans s'effondrer autour de lui. Voici le titre. L'Ukraine a libéré presque tout le territoire que la Russie prétendait avoir capturé dans le Dnipropetrovsk. Selon le général de division Oleksandr Komarenko, chef de la principale direction opérationnelle de l'état-major ukrainien. Dans une interview du 10 mars, il a affirmé que l'Ukraine avait presque terminé sa contre-offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Il ne reste qu'à gérer quelques traînards de Poutine avant de reprendre le contrôle du secteur. Komarenko a déclaré que presque tout l'oblast de Dnipropetrovsk avait été libéré, précisant qu'il restait 3 villages à libérer et 2 à nettoyer. Ce travail se poursuit actuellement, et si les dernières semaines nous ont appris quelque chose, c'est que les forces paralysées de Poutine seront éliminées bientôt. Elles n'ont ni défense ni plan. Il ne leur reste que la mort, la blessure ou la capture, comme on l'a constaté à Dnipropetrovsk depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en février. Cette contre-offensive a donné des résultats incroyables. Alors que la Russie cherche à progresser dans le Donetsk et la région de Zaporijia, elle misait sur le territoire capturé à Dnipropetrovsk comme zone tampon pour bloquer l'aide ukrainienne. Nous expliquerons plus tard pourquoi c'est important, surtout pour l'offensive secrète que Poutine prépare au printemps-été. Cependant, l'Ukraine a anticipé ses plans et est passée à l'action. Depuis février, Euromaidan Press rapporte que l'Ukraine a mené de nombreuses offensives sur l'axe d'Oleksandrivsk, point de jonction entre Dnipropetrovsk et Zaporijia. Une avancée russe sur cet axe fin 2025 montrait la volonté de la Russie d'utiliser ce point comme zone tampon. L'Ukraine a tout renversé. Et selon Komarenko, l'Ukraine a repris plus de 400 km², soit au moins 154 miles² lors de cette opération, et elle cherche à en reprendre davantage. L'Ukraine renforce son contrôle sur ce territoire, rapporte Euromaidan Press, menant des opérations de ratissage dans les zones libérées pour éliminer les derniers éléments des forces russes infiltrées. C'est la dérussification concrète, et Poutine ne peut pas faire grand-chose contre les forces aéroportées et unités d'assaut terrestres ukrainiennes lors de cette contre-offensive. Cela donne un indice comment l'Ukraine a réalisé ses gains massifs. Dans son rapport sur les commentaires de Komarenko, le Kyiv Post mentionne également ses forces d'assaut combinées aériennes et terrestres, tout en notant que le général lui-même confirme qu'il s'agit d'une opération très délibérée et ciblée menée par l'Ukraine. Il s'agit d'une opération offensive planifiée qui a suivi toutes les procédures d'approbation, de coordination, etc., a affirmé Komarenko. Il a aussi affirmé « Oui, bien sûr, je le répète, les formes de la guerre changent, le contenu des opérations et des combats diffère. » On lui a demandé si la situation actuelle en Ukraine constituait une véritable offensive contre la Russie. Point important, il arrive souvent que l'Ukraine récupère des territoires pris par la Russie. Cela s'est produit de nombreuses fois au cours des 4 dernières années, bien qu'il s'agit généralement de reprendre un petit village ou un bout de territoire lorsque l'occasion se présente. Ce que nous voyons à Dnipropetrovsk est différent. Il s'agit d'une offensive coordonnée menée sur plusieurs semaines pour dérussifier toute la région. Cette offensive est presque terminée, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle est si importante que nous aborderons bientôt. Nous pouvons constater cette coordination à l'œuvre dans les actions des forces d'assaut aériennes et terrestres, qui se coordonnent pour effectuer des ratissages systématiques de toutes les localités que l'Ukraine a libérées. Le Kyiv Post ajoute que des brigades mécanisées qui défendaient déjà le secteur de Dnipropetrovsk se sont jointes à l'action. Il est probable qu'elles se transforment progressivement de forces défensives en unités offensives au fur et à mesure que le ratissage se poursuit. La logique ici est simple. Les forces d'assaut pénètrent dans les territoires occupés ou en zone grise pour dérussifier. Les brigades mécanisées, initialement en défense, rejoignent l'offensive, facilitant ainsi la progression ukrainienne. Et l'Ukraine a effectivement gagné du terrain, à un rythme étonnant. Komarenko affirme que les 400 km² libérés par l'Ukraine vont bien au-delà d'une simple dérussification. Chaque kilomètre carré montre à Poutine que l'Ukraine réussit là où il veut que ses forces réussissent, et souvent mieux que les Russes. Ces actions ont créé une dynamique positive en février. Plus de territoire a été libéré que perdu, affirme Komarenko, et il est soutenu par les chiffres publiés par l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW. Dans son analyse du 3 mars sur la campagne offensive russe,
L'ISW a révélé un extrait d'information qui fera enrager Poutine face à l'incompétence totale de ses soldats. Pour la première fois depuis la contre-offensive de l'été 2023, l'Ukraine a repris plus de territoire à la Russie que la Russie n'a réussi à en voler à l'Ukraine. Cette déclaration concerne le mois de février, et l'ISW admet ouvertement qu'il sous-estime probablement l'ampleur réelle de l'avancée de l'Ukraine, par rapport aux chiffres de 400 et 460 km², qui sont partagés par l'Ukraine. La méthodologie de cartographie de l'ISW sous-estime les avancées ukrainiennes, car l'ISW représente l'étendue maximale évaluée des avancées russes. Tant que l'ISW ne dispose pas de preuves en source ouverte confirmant que les forces russes ont perdu ses positions, il maintient sa déclaration. Ce que l'ISW a affirmé avec certitude le 3 mars, c'est que la période du 14 au 20 février a vu l'Ukraine réaliser un gain net de 33 km², soit 12,7 miles², ce qui signifie que l'Ukraine a libéré 33 km² de plus que ce que la Russie a capturé pendant cette période. Nous avons constaté encore mieux la semaine suivante, entre le 21 et le 27 février, lorsque l'ISW affirme que l'Ukraine a enregistré un gain net, confirmé de 57 km², soit 22 miles². Et maintenant que nous sommes à la mi-mars, l'offensive complète a gagné encore plus de terrain. Les défenses de la Russie se sont effondrées, et l'Ukraine consolide maintenant une nouvelle ligne de front, qui était autrefois poreuse, mais qui est désormais renforcée par des défenses et des fortifications, qui rendront extrêmement difficile pour la Russie de reprendre ce qu'elle a perdu. Cela aura d'énormes répercussions sur ce qui va arriver, alors que nous avançons plus profondément dans l'année 2026. Et la principale raison à cela tient à quelque chose que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises. La Russie voulait vraiment que Dnipropetrovsk serve de zone tampon. Komarenko a déclaré « Leur direction affirme vouloir tout le Donbass comme zone tampon. Leur but était d'en créer une dans la région de Dnipropetrovsk. C'était leur plan. » En d'autres termes, la Russie a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué à Dnipropetrovsk. Après l'échec initial de la soi-disant opération militaire spéciale, la Russie a surtout cherché à prendre le Donbass à l'Ukraine. Vladimir Poutine l'a souvent affirmé, et la Russie exige cela pour la paix. Sans concession du Donbass par l'Ukraine, la Russie continuera d'envoyer de la chair à canon pour le prendre de force. L'Ukraine résiste, ce qui pose problème à Vladimir Poutine. Imaginons que la Russie prenne le Donbass, ce qui est loin d'être certain. Vladimir Poutine ne veut surtout pas, en ce moment de triomphe, affronter des attaques ukrainiennes menées vers l'est, via Dnipropetrovsk et Oleksandrivsk, d'où l'importance d'une zone tampon. Ce que la Russie veut faire, c'est créer ce qui équivaudrait à une bande de territoire de plusieurs kilomètres, truffée de défenses, qu'elle pourrait utiliser pour repousser les forces contre-attaquantes de l'Ukraine. Plus la Russie retarde une contre-attaque dans le Donbass, plus elle a de temps pour renforcer ses défenses et limiter les chances de succès adverses. En résumé, la Russie cherche à étendre son contrôle sur le front est et sud de l'Ukraine. Le mois dernier, la dérussification de l'Ukraine a empêché la création de la zone tampon tant désirée par Vladimir Poutine. Presque tout le territoire que Poutine voulait pour la zone tampon est désormais repris par l'Ukraine, qui cherche à avancer encore plus alors que son offensive progresse. Cela va avoir un impact énorme sur ce qui se passera dans la région du Donbass en 2026 sans parler d'un futur hypothétique où la Russie contrôlerait le Donbass, et nous allons expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous analysons la situation ainsi chaque semaine. Pourquoi alors les gains importants de l'Ukraine dans la région de Dnipropetrovsk sont-ils négatifs pour la Russie, au-delà du fait qu'ils ont empêché Poutine de créer une zone tampon qu'il comptait utiliser dans un futur loin d'être certain? L'une des réponses à cette question, c'est qu'une offensive totale montre que l'Ukraine détient toute l'initiative sur le champ de bataille en ce moment. On constate que l'Ukraine progresse plus que la Russie, donnant l'image de défense russe, qui cède tandis que les fortifications ukrainiennes résistent. Emil Kostahelmi, analyste militaire du Blackbird Group en Finlande, le confirme dans des déclarations au Kyiv Independent. Ces dernières semaines, l'Ukraine a lancé des contre-attaques, notamment dans la région de Dnipropetrovsk. L'initiative sur ce front est désormais à l'Ukraine, affirme Kostahelmi. Le Conseil de l'Atlantique partage cette évaluation, affirmant le 3 mars que l'Ukraine a résisté à la tempête hivernale lancée par la Russie contre son réseau énergétique et en sort renforcée. En plus de libérer des parties de son propre territoire, l'Ukraine inflige de lourdes pertes à la Russie, reçoit des milliards de dollars d'aide et de prêts, et a déployé de nouvelles armes à longue portée contre la Russie et les territoires occupés.
L'Ukraine est loin d'être la force épuisée que Vladimir Poutine tente de présenter à la fin de 2025, et la contre-offensive en est la dernière preuve. L'Ukraine cherche également à capitaliser sur cette dynamique, comme l'a prouvé le ministre de la Défense du pays, Mikhailo Fedorov, en fixant un objectif de 50 000 pertes russes par mois, d'ici la fin de 2026. Ce ne sont pas les actes d'une nation à l'agonie sur le champ de bataille. L'offensive totale de l'Ukraine peut donc être vue comme un signal à Poutine et à ceux qui croyaient aux mensonges répétés du président russe. Les nations vaincues ne prennent pas plus de territoire aux pays censés les battre. C'est pourtant ce que nous avons constaté à Dnipropetrovsk et autour ces 2 derniers mois. Avec des armes comme le drone missile Flamingo en service et l'Ukraine élargissant ses zones de destruction, 2026 s'annonce comme l'année où la Russie essuiera ses plus grandes pertes, quels que soient ses gains en Ukraine. La contre-offensive ukrainienne oblige la Russie à détourner des ressources de ses objectifs principaux à Donetsk. Nous reviendrons sur ce point précis vers la fin de la vidéo. Mais en parlant de Donetsk, nous devons également évoquer ce que la Russie aurait prévu pour le printemps et l'été 2027. Une offensive se prépare. Depuis fin 2025, la Russie prépare sa nouvelle offensive avec des frappes soutenues d'artillerie et de drones sur toute la ligne de front et des attaques à longue portée sur les infrastructures logistiques et énergétiques ukrainiennes. Le but était de forcer l'Ukraine à envoyer des renforts prématurément, ce que l'Ukraine a finalement réussi à provoquer. La Russie doit faire face à la contre-offensive. The New Voice of Ukraine relaie les commentaires de l'analyste militaire Oleksandr Kovalenko, qui affirme que le plan de la Russie pour le printemps et l'été 2026 semble être de mener une offensive dans la région sud du Donbass. Cela signifierait que ses forces avanceraient le long de la frontière entre Donetsk et Zaporijia, précisément dans la région du carrefour d'Olexandrivsk que nous avons mentionné plus tôt. Parallèlement à cette offensive, la Russie souhaite également avancer vers les villes de la ceinture de forteresses dans le Donetsk, principalement Sloviansk et Kramatorsk, afin de commencer ses efforts pour faire tomber la dernière ligne de défense de l'Ukraine dans le Donetsk. Mais même avant la contre-offensive de l'Ukraine, il ne semblait pas probable que la Russie puisse réaliser des avancées proches de celles qu'elle anticipe pour ses actions de la mi-2026. Kovalenko affirme qu'il n'est pas certain qu'il puisse lancer une grande offensive au printemps-été dans ce secteur. Cette poussée prévue au printemps et en été nous ramène également à la zone tampon dont nous avons déjà parlé. Nous avons étudié la zone tampon si la Russie prenait le Donbass, cherchant ainsi à protéger ses acquis. Mais la Russie pourrait être à environ 2 ans d'atteindre ce stade, et elle aura également besoin d'une zone tampon, alors qu'elle tente de s'enfoncer davantage dans le Donetsk et la région de Zaporijia. Politico rapporte que la situation idéale pour Poutine aurait été que la zone tampon soit établie avant le printemps 2026, car cela signifie que la zone aurait soutenu les opérations offensives que la Russie a prévues, dans le Donetsk et la région de Zaporijia. Les renforts ukrainiens auraient été piégés dans la zone tampon si la Russie avait réussi. Cela aurait isolé les forces ukrainiennes dans les régions convoitées par la Russie, sans soutien. Ce serait une stratégie intelligente si la Russie réussissait à l'exécuter. Comme on l'a souvent vu en Ukraine, les grandes ambitions russes et la réalité de ses troupes sur le terrain sont très différentes. La Russie poursuivra ses avancées dans le Donetsk, n'ayant pas d'alternative. À ce stade, s'emparer de cet oblast et achever la conquête du Donbass est devenu l'unique objectif semi-réaliste de Poutine. Les autres plans russes, révélés début mars, prévoyaient des avancées plus profondes à Zaporijia et, de façon assez risible aujourd'hui, dans le Dnipropetrovsk. Ils semblent être de pure fantaisie, inventée par Poutine. Cependant, l'offensive vers la ceinture de forteresse de Donetsk doit se faire alors que l'Ukraine peut renforcer ses défenses dans l'oblast. La zone tampon du Dnipropetrovsk visait à empêcher l'Ukraine d'agir ainsi. Désormais disparue, l'Ukraine renforce des lignes que la Russie croyait maîtriser. Les forces de Poutine ont souvent été repoussées ou éliminées. Donc, si Poutine veut vraiment créer la zone tampon essentielle à ses plans pour le Donbass, il devra consacrer du temps et des soldats à reprendre ce que la Russie pensait déjà contrôler. Cela nous amène à une autre raison pour laquelle l'offensive finale de l'Ukraine à Dnipropetrovsk est si importante. Cela bouleverse tous les plans de la Russie pour ses effectifs. Nous avons mentionné plus tôt que l'un des objectifs de la Russie pour sa zone tampon était de forcer l'Ukraine à détourner davantage de ses ressources vers Dnipropetrovsk, créant ainsi des opportunités dans le Donbass et peut-être ailleurs en Ukraine. L'Ukraine a préféré employer de petites unités d'assaut aériennes et terrestres, des unités mécanisées et des essaims de drones pour mener une opération systématique de recherche et destruction à Dnipropetrovsk.
Cela a permis de reprendre le contrôle de territoires précédemment occupés par de petits groupes d'infiltration russes. Avec ce travail pratiquement accompli, l'Ukraine a renversé la situation. Ce n'est pas l'Ukraine qui doit détourner des ressources, c'est la Russie. Komarenko explique ce que cela implique pour la Russie, en évoquant les avancées ukrainiennes sur l'axe Dnipropetrovsk-Oleksandrivsk. Les secteurs les plus difficiles restent Pokrovsk et Oleksandrivsk, où l'ennemi a concentré ses principaux efforts, mais nous stabilisons progressivement la situation grâce à nos actions actives, rapporte Komarenko selon United 24 Media. Il ajoute que le nombre d'attaques ennemies autour de Pokrovsk et Mirnorad a quelque peu diminué, car leurs forces ont été redirigées vers l'axe Oleksandrivsk. En d'autres termes, Poutine a été contraint de redéployer des troupes qu'il comptait utiliser pour capturer des territoires clés dans le Donetsk, vers un axe qu'il pensait sûr. Ce n'était pas prévu. Tout devait se dérouler différemment, avec la zone tampon qui n'existe plus. La Russie devra désormais sacrifier des soldats initialement envoyés pour l'offensive dans le Donetsk dans une autre opération. C'est la dernière chose que Poutine souhaite, alors que la Russie peine déjà à réunir assez de effectifs pour ses offensives du printemps et de l'été. Comme l'a rapporté le Moscow Times le 2 mars, la Russie cherche si désespérément à renforcer ses rangs qu'elle a commencé à envoyer des lettres aux parents de jeunes femmes originaires d'Asie centrale. Ces lettres contiennent une offre destinée aux filles de ses parents, pour lesquelles la Russie est prête à payer 26 000 $ en échange d'une année de service militaire. Et pour aggraver le désespoir de la Russie, ces offres sont faites à de jeunes femmes originaires d'Asie qui purgent des peines de prison, ce qui signifie que Poutine cible spécifiquement celles qu'il considère comme vulnérables afin de recruter davantage de personnes pour son combat. C'est le genre de choses qu'un pays qui est clairement en train de gagner une guerre n'aurait jamais à faire. Les femmes servent rarement en première ligne en Russie, bien qu'elles aient déjà été mobilisées comme personnel médical. Le fait que la Russie propose de telles offres aux parents de détenus montre qu'elle manque de soldats et de personnel de soutien en Ukraine. Cela est sans doute lié au fait que l'Ukraine élimine plus de soldats chaque mois que la Russie n'en recrute, poussant Poutine à accepter n'importe qui pour préserver l'illusion du contrôle russe. Cette illusion a été brisée par la contre-offensive de Dnipropetrovsk. L'Ukraine a parfaitement géré la situation. Elle a profité de la faiblesse russe à Dnipropetrovsk pour libérer des territoires que Poutine pensait contrôler. Poutine doit désormais redéployer des troupes vers la zone tampon qu'il croyait sécurisée, entraînant plus de pertes au front et moins de force dans le Donbass. Et pendant que tout cela se passe, la Russie devient de plus en plus désespérée pour trouver des troupes, tandis que l'Ukraine devient terriblement efficace pour éliminer ses troupes de la carte. Le printemps et l'été commencent à s'annoncer comme un échec pour la Russie. À ce stade, Poutine doit y être habitué. Après tout, ses forces ont complètement échoué à empêcher tout cela de se produire. La contre-offensive de l'Ukraine n'est pas une sorte de manœuvre éclair réalisée en quelques heures. L'Ukraine regagne du terrain depuis plusieurs semaines grâce à une campagne lancée début février. Nous avons couvert le tout début de ce que nous voyons maintenant dans une vidéo, alors allez la voir si vous voulez en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre la guerre en Ukraine. Merci de nous avoir regardés.